comment dire, comment les appeler, comment les décrire, comment les faire venir, comment les appeler justement par leur nom ou par leurs aspects, par leur perspective et dans une sérialité, dans leur Abstandungen, donc de plusieurs aspects. Aspectisme, est-ce une solution ou une description neutrale encore des choses? S'il s'agit de purs éléments hétéroclites ou bien une série de prises, disons, ou prises de position, justement, ou tout simplement positionnement ou prise de photos est situable, localisable dans un espace et temps, mais dans leur infime différence et qualitativement différent et quantitativement dans une série à volonté. Là où ça arrête, là où ça commence, et quand il y a des discontinuités dans l'espace et le temps, et comment on peut les retrouver, on peut les rejoindre, comment? Il faut descendre jusqu'à Hadès dans les enfers, où y a-t-il une poteau, là où tous les symboles s'amalgament, ou sédimentent dans une inertie totale, sans réponse, sans appel, sans indication. Et s'il remonte à la surface par une heureuse surprise de la nature dans la géologie, on a toute une exposition de temps historiques, préhistoriques, des âges, des millénaires, justement une génésis des pierres, de couches géologiques. C'est l'exemple des exemples qui fait partie d'une triptyque, donc géologie, astronomie et l'histoire de la vie, c'est-à-dire biologie, devenue biologie. Mais comment les englober tous ensemble, et ils ne se sont jamais séparés en tout cas. Et élément de lumière, c'est-à-dire un spectrum qui essaie de les déchiffrer et analyser au sens étroit du terme, mais subir leurs effets et les impressions, leurs empreintes, les empreintes que nous portons, pour dire vite, comme mémoire de l'eau, qui est tant ridicularisé par Alain Sokal et sa compagnie, mémoire de l'eau, de l'H2O. Et il y a des autres molécules d'eau, il y a H3, oxygène. Ça aussi, ça existe. C'est pas simplement la glace, mais ce qu'on appelait une époque la glace sec. La glace sec, c'est une sorte d'une molécule encore de l'eau qui est bien sûr extrêmement aride et plus que poisonneuse. J'avais lu pendant mon enfance un roman de science-fiction qui parlait de cette propagation de l'eau lourde, autrement dit la glace sec, qui se propageait en entrant dans les autres molécules qui portent l'élément de l'eau qui sont partout et qui gangrenait toute la surface de la Terre à la longue. Bon, je vais
Je ne suis pas dans un lieu idéal au sens dramatique du terme, d'accord, mais c'est quand même, j'ai bien choisi, il y a une puits, il n'y a pas de pyramide si on compare grand centre commercial là comme un monument à la mémoire du commerce humain, du commerce humain. Ça dit beaucoup de choses. Et il y a des souterrains de ce centre commercial. Là, je suis assis sur l'une des grandes ouvertures, c'est-à-dire ouverture d'aération des garages en étage qui descend. Et c'est comme une sorte d'appareil simple, mais à la fois compliqué, parce que c'est une orgue, non pas hydraulique, aérien, et je suis sensible à la sonorité, qui n'est pas très jolie, pas du tout, mais j'essaie de découvrir ce système architectural qui est devenu très standard dans le monde. Ce n'est qu'un gaspillage de grand espace. Je sais, parce qu'il ne s'agit qu'un seul bâtiment, mais il y a des souterrains, des périphéries, des voies qui mènent à nulle part, et encore des souterrains structurés. Mais toute sonorité, effectivement, à l'intérieur, c'est insupportable, parce on a subi une sorte de musique interminable, même dans les toilettes, dans tous les corridors, et quand on va vers les terrasses, partout la même musique. On m'avait dit qu'en fait, on met cette musique populaire pour que les gens se parlent librement, c'est-à-dire on ne les écoute pas, on ne les entend pas dans leur privé, et on fait subir une musique totalisante pour que les gens dans leur privé, mais comme en il réussit, ils restent inaudibles dans leur secret. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On est à la fois subi à leur conversation inutile, et qu'on voit tout de suite que l'un il est gêné s'il y a deux personnes qui se sont réunies autour d'une table dans un café de grand centre commercial. Effectivement, tout à l'heure, j'en étais témoin. L'un était très gêné, et il était un homme apparemment occupé, voyageait, et il devait lire une page sur Internet, mais l'autre, il parlait des choses quotidiennes, toujours des marques de téléphone qu'il a achetées à ce prix, et des choses de mec. Et l'autre, par amitié, il faisait semblant de l'écouter, et l'autre, il enchaînait toujours des phrases de la même ordre commercial et mec. Et donc, moi, j'étais dans une lecture profonde d'un texte sur la voix, et surtout dans une dramaturgie philosophique et analytique, de personnages mythologiques de Narcisse et de Écho. Voilà, effectivement, j'ai eu une pensée cristalline, et j'ai transcrit dans mon mémoire à plusieurs couches de sens qui me concernent. Narcisse d'abord, élément aquatique, miroitique, speculum ou spectral, et l'autre Écho, que j'appelais d'ailleurs ma petite amie à une époque, elle s'appelait Seda, donc je l'appelais en traduction grecque, ça faisait justement Écho, et je l'appelais, on écrit dans la lettre toujours Écho. Même Narcisse, dans mon texte aujourd'hui que j'ai lu, Narcisse n'aimait pas Écho, n'aimait pas en général la voix. Et Narcisse, il était dérangé par la voix. La voix, en plus, la voix de l'Écho, ça ne représentait pas
Ça ne représentait même pas elle-même parce qu'elle reflétait les voix ou les paroles qui l'atteint et il ne faisait que des répétitions sporadiques et éparses et il n'y avait pas d'unité dans l'écho. Elle était complètement dépendante d'autrui. Et alors que Narcisse voulait absolument rester soi-même, se retrouver son unité au prix de la mort. Donc il y avait deux possibilités pour Narcisse. Ou bien il va rester soi-même, il va se approfondir dans son regard, dans le miroir aquatique, les yeux dans les yeux, et voir et regarder avec le même organe, donc ébloui par ses propres yeux, par son visage, sur l'élément aquatique, auprès d'être noyé, parce qu'il se plongeait vers soi-même et c'était la mort. Se retrouver, c'était la limite de la mort. Et tout se passait dans l'élément physique, et donc aquatique cette fois-ci, dans le cas de Narcisse, et dans le cas d'Echo, dans l'élément aérien. Donc, on a le choix entre une orgue hydraulique qui est inventée, dont les principes sont inventés en Alexandrie très tôt, je dirais 2e siècle après Jésus-Christ, et à Istanbul on en utilisait apparemment les orgues, parce que j'ai vu sur le socle de grands obélisques égyptiens d'Istanbul, donc érigé par le premier empereur byzantin, et sous son socle, que j'ai quand même relaté dans un film longuement concernant toutes ces festivités de noces, de circoncision pendant l'époque ottomane, on voyait encore cet obélisque égyptien et son socle en bas-relief. Là, on voyait, je crois, sur la face du nord, à droite ou à gauche, extrême, une orgue. Moi, je croyais que c'est une sorte de presse hydraulique pour justement qui sert à enlever les grandes monumentales pierres pour transporter d'Alexandrie jusqu'à Constantinople. Et depuis mon enfance, je me félicitais de l'avoir découvert et que les Byzantins, non seulement sur cette bas-relief, ils se glorifiaient pendant les cérémonies impériales, comme on voit en apparence, à première vue, sur le socle, c'est-à-dire sur le bas-relief, en marbre, mais ils montraient aussi leur supériorité et leur savoir-faire de leur puissance et de leur pouvoir de maîtriser des grandes masses pierreuses, de grands volumes, et les manipuler avec les appareils techniques hydrauliques, presse, et bien sûr qu'ils peuvent utiliser comme une orgue cérémoniale, orgue hydraulique ou orgue aérien, royal, impérial, dans les festivités. Donc j'essaie de corriger la thèse de César Transou, qui a consacré effectivement des pages sur ce socle. Bon, on va revenir sur cette duplicité dialectique de l'élément de la voix et
d'image, la vue et l'oreille, et en même temps, élément aquatique et élément aérien. Donc Narcisse, il est submergé par lui-même jusqu'à devenir maladif, et dont la fin, c'est l'annihilation de son propre concept en tant que Dieu ou homme, une figure canonique. Et Echo, de son côté, elle est aliénée, et elle a besoin de la voix d'autres pour qu'elle reflète. Elle répète par écho de différentes sortes. Elle ne veut pas être toute seule, identique à elle-même, mais elle propose d'échanger des paroles avec Narcisse, qui refuse bien sûr. Et cette dissymétrie est quand même déchirante, comme s'il y avait un mur blanc entre eux, bien qu'ils se voient, et Narcisse n'a aucun intérêt de regarder une voix qui fait l'écho. Et il fuit vers son élément aquatique et forestier. C'est un peu comme moi. Je suis dans le mi-chemin avant d'aller à mon forêt sauvage. Là, je supporte dans cette entre-deux, dans une muraille et que je supposais inodoré et silencieux, comme une chambre sourde, mais non, on n'est que relativement en protection. On n'est pas encore cette possibilité de descendre en plusieurs étages d'une harmonie, comme dans une orgue ou dans une flûte simple, une flûte pastorale, une flûte qu'on peut visiter tous les étages ou les chambres de sonorité, et pour en avoir des traces des autres humains, de leurs occupations, et non pas de leur contenu, de leur vie, d'abord de leur timbre, de leur voix, de leur phonème, avant qu'ils se montent en logos. Ils n'ont pas encore droit au logos. Ils ne peuvent que parler. Moi, si je parle, c'est ma manière d'être Narcisse, et j'entends mes voix. C'est une quête de trouver son identité dès qu'il aliène, c'est-à-dire dès que la parole proférée par la bouche est entendue aussitôt par l'oreille et qui s'enchaîne encore. C'est un circuit qui tourne, qui rassurerait, tout en faisant une pérégrination, une circumnavigation sur toutes choses, sur tous les états de choses et de formes, des aspects divers, et se retrouver une manière de rester soi-même, pour moi, parler, et en faire œuvre de soi-même, une œuvre totale, et non pas dialoguer. Depuis le début, je parle des solilogues et un certain syllogisme de la pensée, bien sûr, sans être un raisonnement oiseux. Echo, c'est une peine perdue. C'est aussi Pénélope, que je suppose silencieux et tricotant, et même en décousant ce qu'il a tricoté, elle est le temps infini d'attente et de fidélité, et on a bien fait
brûlait avec son œuvre, c'est-à-dire son sac, l'œuvre d'ornement en tissage textuel. Pénélope, finalement, elle est grande écrivain. Elle n'écrit pas sous l'eau comme Narcisse, mais elle écrit avec laine, avec élevage d'animaux qui sert à quelque chose, qui assure un circuit de reproduction communautaire, familiale, une père de famille, des enfants, présupposés dans cette texture pénélopienne, je suppose. Mais Eco, effectivement, c'est quelqu'un de public, une fille publique. Elle répète les choses entendues d'ici et de bas, dans des milieux, des galeries d'histoire de l'art. On a entendu parler d'un certain orientalisme et on en fait une thèse de master. Et on ne s'interroge pas sur l'essence de l'Orient et sur l'essence de l'Occident. Et jamais. On n'a qu'une seule référence, c'est Edward Said. Donc on répète, l'Eco, c'est un académicien moyen. C'est ça, le pire des choses. Et si on n'arrive pas à briser un certain circuit aveuglant de Eco, qui est hors de soi, aliéné, mais elle est rassurée toujours par autrui parce qu'elle est dans le même élément de mémété, c'est-à-dire elle ne supporte pas autrui véritablement différent, et elle est curieuse, elle change de voix et d'attitude, et tout en restant dans le divertissement. Elle non pas jamais, malgré son proposition de dialogue, elle ne dialogue pas, elle ne sait pas dialoguer, elle peut être perturbée justement par la tragédie de Narcisse qui est en train de se noyer, asphyxié, étranglé, étouffé. On peut compter tous les verbes pour avertissement des jeux des enfants. Rappelez-vous, ces jeux-là, c'était les animaux sportifs qu'on avait utilisés dans mon film. Le ciel ouvert à 4 vents, une maison à ciel ouvert à 4 vents, inspiré de 4 disciples de Novalis. Les disciples à Novalis, ce sont des choses initiatiques, étrangères à Eco. Elle ne peut pas comprendre. Ce sont des curiosités de l'histoire de l'art qu'on peut donner une certaine valeur parce que c'est déjà donné. Cette valeur est déjà donnée. Une valeur rassurante, une valeur sûre. C'est ça, manière d'être complètement sous serrure, fermée, tout en étant ouvert à autrui, à toutes sortes de bavardages et de dialogues sociétals. C'est ça, le problème de mur et dissymétrie, c'est pas figural, c'est pas géométrique, c'est pas ontologique, c'est profondément, comment l'appeler, on va essayer de donner un nom à cette grande séparation, à cette grande rupture douloureuse pourtant, parce que pour Narcisse, c'était une dernière chance de voir que quelqu'un finalement propose un dialogue sincère et une coopération aussi, c'est-à-dire une commande d'articles et bien sûr c'est pas pour elle-même mais pour une figure paternelle de la peinture qui s'appelle Merowitz et qu'on a accompli cette tâche. C'est autour d'une paire défunt qui était cancéreux et il a finalement
mort peu de temps après cette fantastique rencontre avec Echo et de Narcisse. Et le reste, c'était pas constructif, c'était après la mort du père, le père défunt, il y a eu des procès d'héritage de ce grand tableau qui ne concerne en rien, mais tout l'écho, elle était complètement submergée cette fois-ci par cette grande combat entre les héritiers, c'est-à-dire la fille de première femme, c'est-à-dire Céline Brooke. Elle était donc elle portait plainte contre la femme actuelle, donc deuxième femme de Ömer Uluç, Juliette Canetti, etc. Et déjà dans sa vie, Ömer Uluç m'interdisait d'utiliser le nom de Céline Brooke, ne serait-ce que pour des raisons de curiosité littéraire, et non pas jamais au titre de sa femme. Peut-être que j'ai corrigé après son avertissement, mais elle, par l'intermédiaire justement de l'écho, et les échos en général ne servent que à ça, c'est-à-dire des assistants managers. Donc, Ömer Uluç m'envoyait des messages à travers son messager qui est Echo, qui n'a pas sa voix propre. Elle est porte-parole pour interdire, corriger, rédacter mon article avant qu'il soit publié et enlever ce nom précisément de Céline Brooke. Il y avait 2-3 articles qui exigeaient que je change. Les autres, ça va. Vous voyez, histoire douloureuse. Et cette fille s'appelait, la fille de Céline Brooke et de Ömer Uluç. Elle avait très joli nom, mais j'ai oublié. Surtout qu'elle s'intéressait au cinéma. Moi aussi, j'étais assez intéressé parce qu'elle se projetait de filmer concernant le rapport d'Abdulaziz et de impératrice Eugénie, à sa extraordinaire histoire qui tourne autour du palais de Beylerbeyi, bien sûr. J'étais très captivé par toutes ces histoires à l'époque, mais ce sont des années de 2012, c'est ça. Je ne sais pour quelle raison, en fait, la fonction du cœur dans les tragédies antiques était sporadique déjà, donc comme si ce cœur venait, chorus, venait d'une tradition encore plus enfuie qu'une théâtre scénique à la grecque, avec un amphithéâtre public sous la lumière donc d'une cité. Mais ces paroles qui nous a inspirés et que j'appellerais tout simplement épiques, parfois, comme hier, comme aujourd'hui, mes premiers speeches, mes discours inspirés, comme donner la Stimmung, l'atmosphère de ce qui va se suivre, à une structure compacte de ces discours chorales que j'appelle épiques. Pasolini peut-être aura appelé cela, théorétisé, sous le nom de discours indirect libre, mais c'est encore un terme très moderne ceci.
parfois je l'appelle l'éclat de la littérature. Ceci, j'en suis conscient de ce que je cherche comme cette pensée cristalline qui a plusieurs issues et qui, avec le mot impop, il faut le décrire, c'est à la fois synthétique et qui donne comme des indices, des signes et des mots quasi devenus incompréhensibles ou bien à changer de sens, gardant tout phonétisme, donc tout problème de univocité et d'équivocité, se révèle encore, c'est ma thèse à moi, de théorétique, théorétikos, au sens grec du terme, c'est-à-dire il donne toutes les directionnalités des lignes virtuelles et qui conjoncteraient ce qui va suivre ou ce qui se montre comme prominatoire, promontoire, c'est-à-dire il y a une parole d'oracle aussi qui fonctionne. C'est pas poésie en tout cas, le mot poésie, ça donne pas cette association, mais bien sûr que la poésie comme genre serait dans la continuation de cette voix, j'appellerais au sens très fort, cette voix Stimme, chorale et épique, tout en épisodiquement, tout en parlant épisodiquement de nos vécus personnels que j'appelais hier Fartoum, et j'interrogeais son rapport avec théorétique. Et je trouvais une solution du XXe siècle, bien sûr. Je parlais de la répétition ontologique comme méthodologie heideggerienne et une certaine époque. Suspension de l'espace et du temps, pour ne pas dire c'est l'éternité, ou bien ce qui va se suivre, vu de l'aspect de subspécie éternelle, ce qui se passe dans une parole chorale dans la tragédie grecque, que dans l'opéra de Renaissance, avec la naissance d'une classe bourgeoise et retrait ou inadaptation d'une classe d'aristocratie féodale, etc. Et, cette fonction se fait par récitatif, apparemment. Et l'aria. Effectivement, la voix près du cri, qui raconte rarement quelque chose autre qu'un sentiment d'affliction ou rarement joie, ça devient un autre genre. Mais une certaine incantation lente, presque audible, mais presque incompréhensible. Donc une voix devenue pure qui n'exhibe que l'affection pure. Et fait une exaltation chez l'auditeur. Et une certaine distanciation aussi par rapport à ce qui va suivre ou ce qui s'est précédé comme drame ou trame des événements de l'ordre de enchaînement des vécus conflictuels ou qui est vraiment lié à la conjoncture sociopolitique, donc implicite, mais avec les grands traits
qui dépasse une conjoncture d'une amplicité politique, sociale ou d'un cas amoureux précis, singulier, quelconque ou privilégié, et qui devrait, pour se légitimer dans l'espace d'opéra, en se référant dans des grands traits à des destinalités, des grandes figures canoniques, soit des tragédies grecques, soit de la mythologie grecque. Donc, on ne peut pas inventer tout d'un coup une tragédie sans savoir ce qui se noue ou se dénoue et ce qui se frôle l'impossibilité, tout en dans une inconscience au sens de méconnaissance de situation dans laquelle cette tragédie s'avance, se déroule, commence, donc à l'insu de chaque protagoniste. Voilà les protagonistes, amoureux ou rivales, sanglants ou dans l'étreinte, amoureux en différé, et avec la fugacité de petites baisers et beaucoup d'affliction. C'est ça, en gros, et légèreté. Et légèreté est de parler de grandes destinalités et de grands changements épocaux, de paradigmes, et ce passage que j'appellerai les points nodaux. Les points nodaux qui fera éclater ce qui est latent. Latent n'est jamais disparu. Et dans une potence qui devient énergière, qui devient un sujet, l'objet de la justice ou d'une querelle politique ou d'un conflit familial, noble, etc. Mais la voix, selon ce que j'ai vu dans l'opéra, qui devient non-sens et presque frôlement du cri, et par l'interdiction au XVIe siècle de la participation comme actrice des femmes dans l'opéra. Donc il y a une mission énorme des hommes qui se sacrifient en se castrant pour chanter avec une voix féminine qui exalte encore. Comme un certain antagonisme transcendantal, les oreilles des auditeurs, en rappelant apparemment, avec une répétition scénique, le statut idem. C'est-à-dire les hommes avec beaucoup de passion, beaucoup de projection, beaucoup d'espoir, devenus dans le rang de la bourgeoisie coincés entre l'aristocratie et la nouvelle valeur, se sentaient castrés. Castrés est une ethos, bien sûr, une civilisée, une état d'être civilisé, mais bien sûr, n'ayant jamais imaginé ou osé devenir véritablement castré. Effectivement, ce niveau symbolique qui augmentait, amplifiait une certaine identification, une catharsis, mais tout déroulement des événements, là, s'arrêtait. C'était une voie de la transcendance, presque, n'est-ce pas, une divinité de l'ordre Adonis ou ce genre de canonisé. Effectivement, plus les symboles
devenait lointain, donc hors contexte communautaire d'une ethnicité. Justement, je voulais parler ethos et de ethnicité et ethnicité, bien sûr, et ethnicité. Et tout simplement de la maison d'ethnicité au sens de Sittlichkeit. Et de la maison. La maison au sens de Beit, de ceux qui sont de la maison, c'est-à-dire faisant partie d'une civilisation qui est dans un point de torsion, renversement, et sans quiétude, dans une inquiétude, dans un état de justement extatique. Dans ce commencement du capitalisme, c'est au 16e, 17e et 18e que l'opéra est devenu véritablement un spectacle public. Et les castrats se sont retirés de la scène. C'est-à-dire que l'opéra a perdu une certaine voix divine au sens où irréalité d'une véritable punishment, n'est-ce pas, châtiment capital qui pesait sur chaque citoyen en tant qu'auditeur et amateur de l'art, grand art, opéra. Donc ce n'était qu'un châtiment, l'ombre de la loi écrite qu'on peut facilement détourner par Fourberie. C'est ça, drame, qui est comme entre lignes, qui se déroule pour que, c'est le côté empirique d'une œuvre d'art, du vécu qui s'enchaîne et qui ne se résume pas, bien sûr. Vous voyez? Et donc, l'auditeur remarquait, par son propre soliloque en tant qu'écouteur, regardant le spectacle, qu'il y a deux lois finalement. Il n'y a pas que la loi bourgeoise du droit civil ou commercial ou international, diplomatie, etc. Il y avait une autre loi indicible, qui devenait indicible et qu'on pourrait, par une répétition au sens de Wiederholung et de Zwang, une certaine proportion qui frôle les mythes de la mort, de autosacrifice et de mort et de crime abominable. C'est ça, un éclatement, un renversement presque entre beaucoup de guillemets, révolutionnaire ou insurrectionnel, jamais imaginé, jamais conjoncturé dans la tête, dans l'esprit d'une bourgeoise bien éduquée et bien encadrée en dehors des valeurs de famille aristocrate, donc avec les institutions anciennes de l'Empire, etc. Vous voyez, il voyait à la fois en proximité de la mort pour qu'il soit prêt à se sacrifier, c'est-à-dire à se castrer, et mourir pour la patrie, et lamenter sur leur situation actuelle, coincée dans un mariage et dans une fonction d'État de l'Empire. Vous voyez comment fonctionnait. Et la voix qui substituait le cœur tragique des Grecs, et dont la littérature était encore inapte de produire des textes
hypertexte qui va déidéologiser, dééthiciser les hommes, de leur sortie de leur zitten, de leur tout site, au sens de habiter, séjourner, coincé dans une habitat, dans une maison d'éthicité qui est leur manoir familial, paternel, étatique, impérial, institutionnel, militaire, etc. Vous voyez? Donc c'est le dehors d'une pensée qui leur venait à la visite. Et le soir, ou bien dans le, comment on appelle, dans ce qu'on appelle libertinage, les castrats occupaient cette fonction de désir, ou plutôt jouissance réalisée au prix du plaisir, c'est-à-dire réel. Et symbolique, il a trouvé dans toute cette couleur de pourpre une réconciliation finalement. Sinon, il n'y avait pas de jouissance à la maison d'éthicité. C'était interdit et pas par la loi. Et le plaisir, ce n'était qu'une fortement physique, au sens où dans la journée officielle d'un homme qui maîtrise la matière par vibration, par torpeur ou métaux, les pierres, les éléments chimiques, tout était tendait dans les opérations de l'homme, c'est-à-dire masculin, du mâle, à jouer avec la matière, la faire vibrer, la faire former et la mettre en forme, et délaisser. Délaisser dans son inertie, au sens où approprié. Approprié et délaissé à la maison. Vous voyez? C'est ça la quête bizarre qu'on peut appeler zwang ou propulsion inconscient ou vital, au sens de élan vital, qui ne peut avoir une forme plausible circonstance que dans l'éthicité ou dans l'art ou dans une vie civilisée. Autrement, c'est qu'une curiosité anthropologique des cris, des forêts, des tam-tams et des autres cultures qu'il fallait dompter, subjuguer. C'est ça le l'essence. Vous savez, mon film Oedipe Acalon, c'est moi. C'est pas terminé. Il y a 5 jours, je travaille sur lequel et il y avait... Bon, la première phase de ce film, l'homme a cherché beaucoup de creux. Mais entre-temps, l'homme est civilisé, devenu un membre de la maison d'électricité, de notre maison, Nostra Mare. Alors, ceci est noté, à noter qu'il y a une continuité et une logicité thématique associative entre mes films, dont la déduction et le syllogisme d'école, scolie et de effervescence théoréticale s'alternent. Ceci dit, l'homme
ne se contente plus d'un creux, mais un creux, une caverne, une cellule, avec une ouverture préférable, fait l'affaire encore. Nous étions dans mon alerte, n'est-ce pas? C'est un vers d'un ami, Jean Louis Bourlet, alerte l'humanité en danger. Donc je serai toujours fidèle à son titre. Quand l'humanité était en danger, soit par les coups d'État un peu imbroglio qui fait quoi fait qui fait quoi, c'est indistinct. Là, à ce moment-là, donc, depuis 2016, et puis avec un moment, entre guillemets, de pandémie, n'est-ce pas? J'ai pris des dispositions pour accueillir des immenses immigrés qui fuient la guerre forcée sans raison de Syrie, d'Irak et de ces régions, et plus encore. Vous connaissez les régions. Nous sommes concernés par nos ancêtres, c'est-à-dire par nos terres, non pas colonisées, qui faisaient partie intégrale de l'Empire ottoman, d'abord Syrie et Alep. Donc, à ce moment-là, que j'étais encore malade, mais j'ai prenais des dispositions, non pas à chercher des coups, c'est autre chose, c'est l'imaginaire, au sens imaginaire, symbolique et réel. Il y a 3 souches d'habiter, de séjourner. Aufenthalt. J'en ai fait tellement film de discours. Cette fois-ci, dans une zone obscure entre les rêves d'enfantin, les rêves enfantins de la maison paternelle où j'aurais été né, et de portes condamnées, de la chambre nuptiale parentale dont l'au-delà, je parle non pas de la porte entrée de la chambre nuptiale parentale, mais la porte condamnée qui sort, non pas vers le jardin, mais vers ce que nous appelions charbonnet ou boiserie, non pas des jardins, mais véritable cave pour le bois, pour vraiment accumuler et garder le bois et du charbon. Je ne connais pas le nom exact. Donc, cette grande porte vitrée, toujours fermée avec un rideau et jamais ouvert, ce que nous appelons, vous appelez porte condamnée, nous appelons patal capeux. Ça m'intéressait, ça m'intriguait quand j'étais enfant. Donc, la maison parentale et grand-père vivant encore comme spectre dans la même maison. Ceci dit, juste à côté donc l'appartement, le bâtiment d'à côté s'appelait une grande, à l'époque, dans les années 60, un centre commercial, un passage, disons, un passage à plusieurs entrées, à plusieurs étages, assez compliqués, donc tous remplis de divers artisanats,
bouquiniste, ébéniste, horlogerie, voilà, papeterie, qu'on appellerait adjem iranien, on appelait adjem, etc. C'était mon terrain de jeu, donc j'entrais d'une porte, je sortais d'une autre, descendais, montais les escaliers, tous les étages. Donc notre terrain de jeu, à l'absence d'une parc public, verdure, c'était ceci. Donc une sorte d'enfance berlinoise qui me rappelle Walter Benjamin, un certain Günter Grass quand même, son roman et son film. Ensuite, là, cet imaginaire, ce niveau d'imaginaire, ceci est dit comme vécu Fatou, annoté et mis à côté. Qu'y a-t-il d'autre? Ceci travaille l'esprit, travaille l'inconscience, travaille conscience. Ceci, à un moment donné, entre les lectures, entre les autres, tombe sur un passage avant le roman, avant la publication du roman de Orhan Pamuk, le livre noir. Le partie intégrante, chapitre intégrante de ce livre était publié dans une revue qui faisait un grand événement littéraire phénoménal. Et ce texte-là concernait les profondeurs sous-marines de Bosphore, donc une descente à l'inconscient de la ville de toutes les époques. Mélangé. Ceci dit, annoté simplement comme référence objective littéraire générale accessible partout. Ce qui ne m'oriente pas dans mes orientations, c'était déjà fait. Parce que je connaissais cette structure analogique de l'inconscient et analogie faite par Freud lui-même de la structure de la ville de Rome, et donc Rome orientale qui était ma ville qui s'appelle anciennement Constantinople, récemment Istanbul. Ceci est dit, annoté passage. Donc, vécu contingent, empirique, d'enfance, n'importe quoi. Deuxièmement, référence historique, référence littéraire, objectif, mais pas de l'autre de l'objet, mais encore de l'imaginaire, mais qui s'inscrit au symbolique. Maintenant, que faire? Passer au réel, à l'aujourd'hui, pourquoi pas, n'est-ce pas? Qui deux registres précédents travaillent dans le réel. J'habite une maison, j'avais parlé des circonstances historiques dans lesquelles, historiques et sociopolitiques, internationales, dans lesquelles on prend des dispositifs, ou bien on est désarmé, on attend. Moi, je prends des dispositifs dans les moyens qui sont dans mes dispositions, et habitant une maison, un appartement d'un bâtiment ancien depuis 25 ans, j'ai pas fini à explorer les âtres, les alcôves, les cellules, les caves, les cavernes, etc. Et les fenêtres condamnées, et les portes condamnées, et les portes volées, etc. ouvertes à toutes les spéculations
par hasard protégé en tant que tel, etc. Et dans mes rêveries, dans mes descentes aux enfers, des caves et des loges lumineux et obscurs, et les portes qui se ferment, qui s'ouvrent, qui ne se ferment pas, qui sont dans un état délabré et prises en conscience par une communauté des habitants, des citadins, bon, riverains, habitants, brièvement par les voisins, donc une gentrification en cours et la loi qui se réveille, c'est-à-dire les règlements, en me disant que vous pouvez croire que cette cave vous appartient depuis 25 ans, mais selon le projet déposé dans la mairie, non, pas du tout. Il s'agit qu'une occupation de lieu, et votre endroit c'est pas ceci, et cela pas cela, et vos documents ne sont pas légaux, etc. Après 25 ans, les nouveaux venus, ceux qui gentrifient notre quartier en faisant cette assommoir des ruelles, des rues historiques, etc., etc. Bon, mais ça tombe dans les années donc où je suis malade et je ne suis même pas chez moi et je suis hospitalisé, etc. Je n'ai pas trop pris au sérieux, mais eux, bon, c'est exactement comme une certaine parti politique qui essaie de prendre le pouvoir et qui fait des alliances en secret et qui font des réunions en général et on ne parle jamais de la vérité parce que tout est déjà ficelé entre eux et on parle autre chose, on fait parler de ces vieux souvenirs, mais les locaux sont partagés entre eux et tu signes les papiers, etc. C'est ça. Donc, ça m'a donné aucune confiance et de honnêteté. C'est ça. Dans le commerce public, dans les échanges intersubjectifs, c'est quand même ce qui compte, une clarté, transparence, écouter l'autre, etc. Là, c'est un certain tohu-bohu qui dure jusqu'à la fin de la nuit. Je parle des réunions, uniquement en ce qui concerne un seul bâtiment. Vous voyez comment régir un bâtiment à plusieurs entrées, etc. Là, depuis que je me sens un peu mieux, je descends, je vois qu'est-ce qu'on volait de mes archives quand même, je suis archiviste, j'ai des objets partiels qui n'ont aucune valeur pour une tierce, mais c'est catalogué, photographié et déposé dans une cave, tout simplement. Mais c'est la seule chose, je n'avais pas une serrure. Le problème, c'est ça. Clésis, la clé, appelle sans appel. C'est ça. On nage dans ces eaux-là. Et ce matin, enfin, hier matin, parce que c'est plus lumineux, visiter les caves avec les petites fenêtres très étroites dans la matinée automnale, j'ai découvert une porte, une fenêtre condamnée qui se donnerait, j'imaginais, qui se donnerait aux grandes cours.
J'avais passé une nuit avec le rêverie d'ouvrir quand même cette porte condamnée et faire revenir la lumière euh, éclatant à ce fin fond des tréfonds de notre grand monument historique dans lequel nous habitons jour et nuit, hiver et en été. Alors, j'ai croisé tout simplement, on s'est croisé tout simplement à l'entrée de l'appartement avec dame qui s'intéresse, qui prend en charge, qui organise des, des filières et de connexion des alliances, etc., et qui m'était complètement étranger et suspecte comme personne. Alors, cette fois-ci, dans cette matinée que j'étais très fatigué, faim, au point de sortir pour aller manger, etc., on est descendu dans la cave au moment. J'ai demandé qu'est-ce que c'est, quel rapport de ceci à cela, etc. Tous mes rêveries sont un peu renversées du seul fait que cette dame qui prétend qu'elle est psychologue, mais bon, etc., un peu antipathique dans les réunions, qui est devenue tout de suite sympathique, et de seul fait même que la place dans mon imagination et dans mon réel, la place de la fenêtre, grande fenêtre quand même, condamnée à changer de place. Tout a changé de place selon le croquis officiel. Donc mon dépôt n'était pas le mien et on ne sait pas quel est mon dépôt, mon cave. Et selon mes rêveries, cette fenêtre condamnée, qui sera justement dans une cour carrée beaucoup plus étroite, une deuxième cour carrée dans le même appartement, qui n'a pas d'entrée, donc c'est complètement intime, mais avec lequel je n'ai aucun rapport parce que ça appartient à une autre. Non pas bloc, mais voilà, vous voyez, segment d'un grand appartement du 19e siècle, etc. Donc, mes rêves sont s'écroulés parce que si j'ouvrais cette fenêtre condamnée, alors je serais voisin avec cette dame qui avait déjà ouvert sa fenêtre condamnée et complètement rénovée sa cave avec une porte blindée, etc., avec la lumière très sécure, électricité, etc., avec les étagères, etc. Voilà. J'ai demandé 1000 questions. Comment je vais faire, quel est mon lieu propre, vous voyez, on a commencé dans mon discours, l'homme cherche un creux, il se satisfait d'une cave, et c'est toujours pour hôte, c'est pas pour habiter tout seul, pour recevoir, pour l'hospitalité, pour la générosité, pour l'accueil, c'est pas seulement pour garder, numéroter, énumérer les objets partiels qui sont des objets communs, des musées, du futur musée de Orhan Pamuk, n'est-ce pas, un musée d'innocents, etc. Là, on est sur ce point-là. Effectivement, je cherche des matériaux pour améliorer et restaurer mes locaux. Je suis toujours en guette. Et ce matin, pourquoi j'étais fatigué? Parce que les films, techniquement, faisaient un pan. Et je me suis versé vers les manœuvres
peinture en bâtiment, rangement, nettoyage des locaux. Voilà, la vie continue. Et ça tourne toujours autour de hospitalité, de améliorement, perfectionnement des rapports intersubjectifs, quand même. Si je ne me trompe.